On a classé les aliments selon l'ordre d'élévation de la glycémie, mais aussi selon le type d'aliment. Il faut privilégier les légumineuses, les céréales, des fruits et des légumes qui vont pas trop monter la glycémie. On a testé en fait l'élévation de la glycémie sur un même patient en fait qui a consommé du glucose pur, et ensuite on a créé une courbe et on a calculé effectivement le rapport entre les deux aires sur la courbe. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre silhouette, ce matin, je reçois le docteur Vanessa Cadog. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et vous êtes une passionnée de cuisine santé. Vous travaillez notamment beaucoup avec des personnes en situation d'obésité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui veulent perdre du poids et qui vont voir un chirurgien esthétique? Alors, on dit une chirurgienne esthétique? On dit aussi une, tout à fait. Ouais. Oui, c'est possible. Ouais. Les deux me vont. En fait, mes patients sont souvent dans un parcours soit de recherche effectivement de perte de poids, soit elles ont déjà perdu du poids et elles vont me demander comment accéder à une silhouette féminine après des grossesses ou après une perte de poids importante. Mais effectivement, souvent, je passais du temps à leur expliquer comment manger, organiser leur repas, faire de l'activité physique. Moi, je suis très attachée aussi au sport, je suis très sportive. Et donc, j'ai commencé à développer des recettes comme ça, de temps en temps, à poster sur Twitter, de temps en temps des recettes. Mais vous ne me dites pas ce que vous répondez à ces personnes en situation d'obésité qui disent, et qui vont voir la chirurgienne esthétique que vous êtes. On a toujours l'impression que les chirurgiens esthétiques qui poussent à la consommation, qui poussent pas forcément à l'alimentation, à l'hygiène de vie. Justement, en fait, c'est une fausse image. Quand une patiente me dit, je voudrais être comme ça, docteur, je leur dis, non, il faut d'abord travailler votre alimentation, votre hygiène de vie, l'activité physique, et après seulement je vous opère. Parce que c'est un ensemble. Nous ne sommes pas des magiciens en tant que chirurgien esthétique, effectivement, mais l'alimentation est très importante dans le quotidien. Ça démarre très tôt, l'éducation des enfants. Alors après, l'obésité, il y a plusieurs facteurs. Moi, j'ai des patients qui sortent d'une obésité importante, qui ont été opérés par une chirurgie type bypass au niveau de l'estomac, qui ont perdu beaucoup de poids. Et j'ai des patients qui n'ont pas été opérés, qui perdent du poids tout seuls. Voilà, c'est très différent. Il y a les deux. Est-ce que le corps perd du poids de la même façon quand c'est l'un ou l'autre, ou pas du tout? Vous savez, quand ces situations où la peau pend, on a vu des personnes qui ont été opérées avec notamment des interventions bypass, c'est la peau qui pend partout, quoi. Tout à fait. Personne n'est égal devant la perte de poids, justement. Beaucoup de patients viennent chez moi en échec de perte de poids parce qu'ils ont eu des régimes trop restrictifs. Le métabolisme est très variable selon les personnes. Vous allez pouvoir mettre un déficit calorique très important à des gens, ils ne vont pas perdre du poids. Ce qu'il faut, c'est changer l'alimentation. Et là, effectivement, ce que j'explique moi, c'est qu'il faut manger sainement, de façon globale, 80% du temps, et ne pas se restreindre. C'est une alimentation qui est plaisir et équilibrée. À noter que vous n'êtes pas dans la tendance de tout ce qui se pratique dans les interventions aujourd'hui. Vous avez une éthique de la beauté, dites-vous. Tout à fait, oui. Moi, j'ai une éthique. Je ne suis pas dans l'acharnement sur les chirurgies. Il faut vraiment répondre aux attentes des patients, des fois les freiner. Je passe mon temps à les freiner aussi beaucoup. C'est important. Et à parler de l'activité physique et dire que c'est partie intégrante de l'hygiène de vie. Pour avoir un corps de rêve, la chirurgie, c'est une petite place, en fait. Le reste, c'est surtout l'alimentation. Vous constatez un rajeunissement des personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique aujourd'hui ou pas? Alors, elles sont de plus en plus jeunes, effectivement, les patientes. Et surtout, il y a beaucoup d'injections, c'est vrai, dans mon quotidien, je vois. Mais les gens font attention à leur corps maintenant plus qu'avant aussi. Il y a une recherche aussi qui est plus importante. Et, il y a moins de tabous aussi. Vous êtes nombreuses, les femmes, en chirurgie esthétique, ou ça reste encore? Ça commence. Ouais. On est quelques-unes, ça commence. Souvent, on a vu des têtes, on voyait des mandarins. Oui. De la profession, mais c'est vrai qu'on voit plus de femmes aujourd'hui. Oui, plus de femmes, ça fait. Ouais. Vous publiez Ma cuisine express à Igeba chez Thierry Soucard, le fruit de vos expériences réussies et ratées, dites-vous, parce que c'est vrai qu'au début, vous avez tâtonné. Alors comment est-ce que vous êtes tombé dans la cuisine à Igeba? Oui. Alors moi, j'ai un passé, je suis issue d'une famille de diabétiques, vraiment de plusieurs générations. Ma mère est diabétique, elle a une greffe de rein, et donc quand elle a eu sa greffe de rein quelques années, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, waouh, le sucre, effectivement, c'est un vrai problème. Diabétique de type 1 ou 2? Alors c'était un type 2 de base, plutôt, mais maintenant sous insuline. Et donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser donc au sucre, au glucose, à l'insuline, au stockage des graisses aussi, à la prise de poids avec les alimentations sucrées,
aux produits transformés aussi. Ça, c'est important à considérer. Et puis après, j'ai commencé à cuisiner, mais vraiment basique, des trucs légumes vapeur comme tout le monde, à manger sans saveur. Et là, je me suis dit, mince, mais c'est pas bon, il y a un problème. On va revoir un petit peu ça. Ça va pas durer. Non, ça va pas durer. C'est ça. C'était pas bon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les IGBA, depuis quelques années, tout le monde en parle, mais personne ne sait concrètement ce qu'il y a dedans. Et il y a les trucs, il y a des bases à savoir sur cette cuisine à IGBA, parce qu'il y a énormément de choses qui font baisser l'index glucidique des produits. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle les IG ? Alors les IG, en fait, moi j'ai classé dans mon livre au début les différentes catégories d'aliments par index glycémique, les petits, les modérés et les forts. Donc ça va être en fait la probabilité de monter la glycémie 2 heures après, avoir un pic après avoir consommé tel aliment. Pourquoi 2 heures après ? Alors en fait, ils ont pas 2 heures après, mais dans les 2 heures en fait, on va avoir une sécrétion d'insuline en fait qui va être en réponse à la montée du glucose dans le sang. C'est à peu près l'équivalent. Et quand on a l'insuline qui est sécrétée dans l'organisme, on va avoir en fait la glycémie qui va redescendre. C'est normal, le corps se protège et va restocker le sucre. Puis après, on a faim. Donc, si on mange un croissant, un pain blanc le matin, on a faim direct. Si on prend un petit à 8h du matin, on a faim à 10h. Oui, ce qui explique pourquoi on a cette espèce de creux de milieu de matinée, quoi. Exactement, tout à fait. C'est parce qu'on a mangé sucré ? Parce qu'on a mangé sucré. Tout à fait. Et en fait, on a mangé sucré, donc après, on a encore faim, puis après, on remange. On arrive affamé à midi à table, on commence à grignoter. Et en fait, il faut revoir toutes les bases de l'alimentation. Alors, mais les IG, c'est quoi cet index finalement ? Justement, en fait, on a classé les aliments selon l'ordre d'élévation de la glycémie, mais aussi selon le type d'aliment. Donc, il faut privilégier les légumineuses, les céréales, des fruits et des légumes qui vont pas trop monter la glycémie. On a testé en fait l'élévation de la glycémie par rapport à sur un même patient en fait qui a consommé du glucose pur, et ensuite on a créé une courbe et on a calculé effectivement le rapport entre les deux aires sur la courbe. Voilà. En gros, alors c'est une échelle, parce que c'est une échelle qui va de 0 à 100. À 100, voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc c'est ça qu'on a calculé finalement pour dire qu'un sur un même sujet, en fait, on a calculé. Donc on a comparé l'aliment test par rapport au glucose. Voilà, tout à fait. Et après, il y a aussi la charge glycémique qui est importante. Alors il y a deux notions à bien comprendre. Oui. C'est peut-être plus difficile à comprendre, la charge glycémique, j'ai l'impression. Alors, en fait, elle est liée à la quantité qu'on va manger. Parce que, par exemple, vous allez me dire, oui, alors je vais manger un plat de quinoa, un plat de patates douces. Alors oui, c'est bien, mais le problème, c'est que si vous mangez que ça, vous allez manger une grande quantité de sucre quand même. Donc, c'est rapporté à la quantité, en fait, sur 100 grammes d'aliments. Donc, si vous mangez beaucoup de quinoa, beaucoup de riz complet, beaucoup de pâtes complètes, vous allez quand même monter votre glycémie. Donc, il faut équilibrer son plat en mangeant une partie de ces aliments IG bas, IG moyen, avec un peu de légumes et des protéines. Un tiers, par exemple. Voilà. C'est pas parce qu'un aliment a un index bas qu'on peut en manger à volonté non plus. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça, c'est important, tout à fait. Bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliments, alors ma question est peut-être bête, mais qui n'ont pas d'IG ? Oui, il y a le fromage, la charcuterie, par exemple. Mais alors après, moi, je dis bien, attention, c'est hyper calorique. Les œufs, par exemple, ça a un IG ou pas ? Non, ça n'a pas d'IG non plus. Les œufs, on peut en manger, voilà, effectivement. Pas d'index glycémique dans les œufs. La viande ? La viande non plus. Non plus. Voilà, parce que j'ai vu le fromage blanc dans le tableau que vous mettez dans votre livre. Alors, mais beaucoup. Ouais. Fromage blanc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de sucre ajouté aussi, par contre, dans les fromages blancs. Moi, j'aime beaucoup le skyr qui est très protéiné et qui est effectivement très faible en sucre. Donc ça, on peut en manger en quantité importante dans la journée. Et ça rassasie en plus. D'accord. Donc, quels sont les autres produits qui n'ont pas aujourd'hui d'index glycémique ? C'est principaux ceux-là. Ouais, c'est viande, fromage, les œufs, fromage blanc à 0%, enfin sans sucre. C'est vraiment les plus basiques en fait, voilà. Mais les fromages charcuterie, alors il y en a qui vont faire des régimes avec ça, par exemple, à IG 0. Mais il faut savoir qu'après, on part sur un autre type d'alimentation, l'alimentation cétogène, qui est très différent, qui a 0 glucides. Là, c'est une alimentation vraiment différente. Mais moi, je défends plutôt une alimentation plutôt avec des glucides équilibrés sur une journée. Mais la charcuterie, déjà, moi, je mange pas de viande, donc je vais pas défendre cette alimentation.
alimentation-là. Depuis quand est-ce que vous ne mangez pas de viande? Depuis plus de 15 ou 20 ans, je crois. D'accord. Donc c'est pas la mode actuelle qui non, fait pas que... du tout. Voilà. Après, je ne suis pas du tout anti-viande. À la maison, mon fils mange de la viande parce qu'il est adolescent, il a besoin de manger de la viande pour grandir. Donc je cuisine la viande, mais c'est par choix personnel, par goût. Et cette alimentation-là sans viande m'a aussi amené à manger beaucoup plus de légumineuses aussi, cuisiner beaucoup plus maison, découvrir des saveurs différentes, faire des galettes de lentilles, de pois chiches, faire des jajoukas, des choses comme ça. Donc c'est très... quand on est végétarien, on cherche beaucoup de choses effectivement à côté pour enrichir un peu ses plats. D'accord. Et là, tout le monde dit, mais comment est-ce que vous faites pour trouver les protéines de votre alimentation et pour ne pas être carencé? Tout à fait, c'est important. Est-ce que vous avez un truc? Alors moi, je mange du poisson. Après, ceux qui mangent très peu de poisson, mais pour ne pas carencer, il faut savoir effectivement chercher les vitamines quelque part. Il faut savoir équilibrer dans son assiette les céréales, les légumineuses. Manger des pois chiches, des lentilles, des haricots blancs. Alors moi, je mange des sardines, des anchois, donc je mange du poisson. Les épinards, comme on dit classiquement, les œufs, beaucoup les œufs énormément. Le fromage blanc, c'est riche en protéines. Et les carences en vitamines. Alors on aura plus des carences chez les patients véganes plutôt, et les gens véganes. Eux, ils doivent prendre des vitamines éventuellement. Voilà, faire attention. Mais ça, c'est quelque chose que vous contrôlez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, oui, beaucoup. Au début, non, je tâtonnais beaucoup quand j'ai commencé à arrêter de manger la viande et à manger après en IGBA. Ça a été un petit peu compliqué parce que IGBA, normalement, beaucoup mangent beaucoup de viande quand même pour compenser dans l'assiette. Moi, il n'y a pas la viande, il y a très peu de poisson. Donc, il y aura plutôt effectivement des protéines végétales. Et il faut savoir effectivement les apporter, savoir calculer ses portions au départ, quitte à vraiment peser au début, savoir ce qu'on mange en protéines sur une journée. Et après, c'est une habitude. Voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup de protéines végétales pour justement compenser le fait qu'on ne mange pas de protéines animales? L'absorption est très différente. Oui. L'absorption des protéines végétales est très différente des protéines animales. On peut avoir des carences très vite, notamment une femme qui aura des règles abondantes, par exemple, qui perdra beaucoup de sang. Et surtout, il faut faire attention à la consommation, par exemple, de thé à côté des repas, qui va chélater le fer, par exemple. Qui va absorber le fer. Chélater, c'est une chélation du fer. Ça va absorber le fer, donc faire attention à ça. Prendre de la vitamine C en plus s'il faut. Ça va augmenter donc aussi pour l'absorption du fer. Ça, c'est important. Donc quand on ne mange pas de viande, il faut faire attention à ça aussi. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une éducation à faire et qu'on ne se lance pas dans un régime ou vegan ou végétarien comme ça, en disant du jour au lendemain, je vais supprimer les protéines animales? Faire attention, il faut effectivement apprendre à faire ses courses, à cuisiner, chercher ses protéines et organiser ses repas. Tout à fait. Ça demande plus de cuisine. Hein. Ouais. Quels sont les risques pour l'organisme d'être carencé d'ailleurs en protéines? Alors, les carences en protéines, c'est détruire un peu les muscles, hein, donc c'est de vraiment maigrir un peu de façon importante. Pour les sportifs, c'est les performances sportives qui diminuent. Après, on a des carences en fer, des carences en vitamine B12, la fatigue, la chute de cheveux, par exemple, les ongles qui cassent, troubles du sommeil, choses comme ça. Hein. Voilà. Ouais, donc il faut surveiller. Oui. Les IGBA ce matin avec mon invité, le docteur Vanessa Kadosh. Et je rappelle que vous êtes spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Et que vous êtes également passionné de cuisine santé. Et que vous publiez Ma cuisine express à IGBA chez Thierry Soucard. Dans laquelle vous réhabilitez notamment le haricot blanc. Tout à fait, le haricot blanc. C'est pas facile à réhabiliter le haricot blanc. Hein. C'est pas facile. Vous n'êtes pas très nombreux, mais bon, c'est bien. Je pense que la filière du haricot va vous dire merci. Et parce qu'on parle tout le temps du pois chiche et on parle toujours des lentilles du pois chiche, mais peu du haricot blanc finalement. Tout à fait. Le haricot blanc, en fait, il est beaucoup plus doux que le pois chiche. Et justement, j'ai voulu l'utiliser parce que c'est facile. On peut en trouver en conserve partout. Hein, donc, juste égoutter, le mixer. C'est le même que le frais? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Alors moi, j'ai très peu de temps pour cuisiner. Donc ça, effectivement, mes recettes sont très, très rapides. C'est pour ça que c'est express. Tout est en conserve si c'est possible. Même surgelé. On peut utiliser des légumes surgelés, pas cuisinés, c'est possible. Le haricot blanc, il a une texture plus douce. Donc je l'ai utilisé dans des houmous pour le mixer. Il est super agréable. On le sent pas du tout. Je l'ai utilisé dans un brownie, donc là, personne ne s'était rendu compte. Dans un brownie au chocolat et moi, vous me le vendez pas. Hein. Si vous me dites, tiens, j'ai fait des brownies au haricot blanc, je vais dire tout de suite. C'est vraiment impressionnant parce que du coup, ça va remplacer les farines et le beurre dans la texture. Je l'ai utilisé aussi en salade. Attends, non, l'histoire du brownie, parce que vous passez vite dessus, mais il faut expliquer, c'est pas du jour au lendemain, vous êtes pas couché le soir en vous réveillant en disant, je vais faire des brownies au haricot blanc. C'est vrai. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche et développement là-dedans. Oui, au départ, tout le monde s'est dit, on va faire le brownie à la courgette, donc j'ai testé la courgette, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'eau, c'était pas bon, il fallait mettre beaucoup de farine, donc je me suis dit tiens, les haricots, beaucoup utilisent aussi les haricots rouges,
Bon, l'haricot rouge, j'ai testé, c'était un peu lourd. Et je me suis dit, tiens, mais l'haricot blanc, pourquoi pas? Il est sympa, l'haricot blanc, on va l'essayer. Et puis, j'ai commencé à tester la quantité, à baisser les farines, à mettre plus de farine de noisettes, ce que je mets dans mon livre, moins de sucre aussi. Et puis, j'ai amené les tests donc, au travail, à mes secrétaires, à mes infirmières. Et j'ai ramené des petites portions et on goûtait. Et du coup, personne ne s'est rendu compte que c'était du haricot blanc. Bon, c'est 1 an de recherche et développement. Tout à fait, c'est 1 an. Pour arriver à la recette qu'on retrouve sur le livre aujourd'hui. Tout à fait. Mais le haricot blanc est réhabilité. Voilà. Le haricot rouge, c'est pas un peu plus sucré? Non, pas forcément. Le haricot rouge, c'est un petit peu différent, mais je trouve qu'il est mieux adapté pour des... J'ai une recette de chili sans viande, notamment. Sin carne. Sin carne, voilà, tout à fait. Il y a le chili avec carne et sin carne. Alors après, bien sûr, ceux qui mangent de la viande, dans mon livre, peuvent rajouter la viande sans problème. On peut adapter les plats. Moi, je l'ai fait sans viande, donc il est assez protéiné. Le haricot rouge se fait aussi. J'ai aussi une recette de houmous au haricot rouge, très sympa. C'est agréable aussi. Alors, c'est lors de votre grossesse que vous avez décidé d'adopter cette alimentation IGBA. Pourquoi? Il me restait des kilos. C'était quoi le résultat? C'était le fameux ventre qui part pas? C'est ça, le ventre, la queue de cheval, toutes les femmes, après l'accouchement, qui part pas, la prise de conscience, arriver vers les 35 ans, et on se dit, tiens, on va commencer à faire un peu de sport, on va faire attention, alors on se met à manger moins, ça marche pas, se restreindre. On est frustré, puis on se dit tiens, mais si on cuisinait un peu sympa et sans se restreindre, c'est pas un régime, voilà. Et il n'y a pas un gentil confrère qui vous a dit tu vas voir, un coup de bistouri, je vais te refaire le ventre de tes 20 ans? Non, parce qu'en fait ça existe ça ou pas? Non, pas forcément, parce qu'on peut faire une liposuction, mais on n'aura pas le ventre plat forcément si on n'a pas maigri avant. Voilà, il faut combiner les deux en fait. Voilà, il faut d'abord mincir un petit peu et puis après on peut faire une liposuction à côté par exemple. Voilà, mais ça va ensemble. Alors, quelles sont les notions de base qu'il faut connaître pour adopter une alimentation à IGBA? Alors, j'ai fait un petit tableau avec des listes de courses qu'il faut acheter. C'est assez simple. Il faut, au départ, prendre la liste. On va passer du temps dans les rayons. Moi, au départ, ça m'a pris vraiment des heures pour lire les étiquettes, etc. Il faut avoir des bases, donc des conserves, haricots, on a dit, pois chiches, lentilles, pas mal d'épices. Les épices, c'est important aussi. Du curry, tout ce qui est asiatique aussi, j'aime bien les sauces soja, la pâte miso, des jus de citron, des vinaigres, des huiles d'olive, huile de colza, d'huile de sésame. J'aime bien le sésame aussi pour les salades et des wok. Après, il faut des légumes, donc de saison souvent, ou alors surgelés, déjà prêts, donc c'est plus facile. Et puis les farines. Les farines, donc j'ai mis une liste. On peut ne pas tout acheter, mais la base, une farine complète. Alors expliquez, parce que farine pour nous c'est Francine, la reine. Après Francine, pour vous c'est, je prends Francine ou une autre marque, mais pour vous farine c'est pas forcément ça. C'est ça, tout à fait. Les farines, on va pas les trouver partout. Alors maintenant il y a des rayons bio maintenant dans les grandes surfaces. Ils ont du son d'avoine, ils ont des farines de pois chiches, des farines d'épeautre T150, c'est des farines vraiment complètes. Ça on peut trouver des farines de coco des fois. Puis après il faut aller dans les magasins bio, quelques enseignes qui sont très fournies, ou sur internet. Moi j'habite en province, beaucoup n'ont pas accès à ces magasins-là. C'est un vrai problème, c'est vrai. Et on commande beaucoup sur le net. Et là on a tout ce qu'il faut. On a toutes les farines de pois chiches, farine d'amande, farine de noisettes, farine de soja aussi, farine de lentilles. Oui, on peut faire plein de choses. C'est vraiment alors, très important. En termes d'IG, d'index glycémique, quelles sont les farines qui ont un IG le plus bas possible? Le plus bas, ça va être farine d'amande, farine de coco, farine de noisettes, farine de soja, la farine de lupin. Alors celle-là, elle est très intéressante. J'utilise aussi dans mon livre. Elle est dure à manier. Elle a un petit goût de noisette, un petit peu comme ça. C'est intéressant pour les véganes parce qu'elle est très riche en protéines. Donc j'utilise beaucoup la farine de lupin. Il faut l'associer aux autres farines. Donc elle est très IGBA aussi. C'est-à-dire qu'il faut la mélanger, c'est ça? Oui, à mélanger. Parce qu'elle a une texture plus lourde. Pas toute seule. Seule on peut, parce que les cétogènes, ils font des recettes avec. C'est amusant. Mais moi, je la casse un petit peu, la coupe avec la farine de pois chiches, des choses comme ça. C'est qu'on reproche souvent au régime cétogène, c'est que c'est un régime qu'on ne peut pas tenir sur la durée. Est-ce qu'une alimentation à base d'index glycémique bas, c'est une alimentation qu'on tient sur la durée? Oui, on peut tenir plus facilement. C'est vrai que ceux qui sont cétogènes, j'ai des amis qui ont cette alimentation-là, me disent qu'en vacances c'est difficile, donc souvent ils vont avoir une alimentation plutôt IG bas en vacances, parce que c'est difficile, effectivement. Mais l'IG bas, moi je voyage souvent, je pars en congrès, en déplacement, c'est très facile, parce que maintenant beaucoup de recettes dans les restaurants sont à base de lentilles, on peut manger de la patate douce facilement, en trouver partout, on peut trouver les légumes, on en mange, la tomate, etc. Donc ça se tient au quotidien sans problème. Au petit déjeuner, il faut juste savoir
s'il y a un buffet, ne pas aller vers le pain, les croissants, et plutôt aller vers du fromage blanc, vers des fruits, vers des œufs par exemple, et apprendre effectivement à choisir sur un buffet et ne pas être tenté. Voilà, par exemple. On est revenu sur une notion, celle des sucres rapides et des sucres lents. Pourquoi cette notion est-elle obsolète aujourd'hui ? Parce qu'en fait, les sucres rapides et sucres lents, en fait, c'est un mélange de sucres avec plusieurs index, et que finalement, ça n'a pas vraiment de valeur. On disait oui, mais là, les pâtes, c'est sucre lent pour les sportifs, etc. Mais en fait, les pâtes, la glycémie va monter très très vite. J'ai pas vu de pâtes dans votre livre. Non, il n'y a pas de pâtes. Mais je crois que j'ai même pas vu le mot pâte écrit dans votre livre. Non, il n'y a pas de pâtes. Par contre, j'ai des recettes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a pas. Non. Il y a du riz ? Non, il n'y a pas du riz. Et basmati ? Non, il n'y a pas. J'ai vu écrit riz basmati dans votre livre. J'ai pas de recette avec des riz basmati. Non, il n'y a pas de recette. Ah oui, mais je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Alors que pâtes, je suis pas sûr. Oui, pâtes, je n'ai pas vu, c'est vrai. Ouais. Non, je mange pas de pâtes du tout. Mais les pâtes, c'est effectivement le faux débat sucre lent. Les pâtes vont monter la glycémie. Vous aurez faim aussi assez rapidement. Il faut plutôt manger des pâtes complètes ou des pâtes de pois chiches, des pâtes de légumineuses. Par contre, il y a des pâtes très sympas, mais j'en ai pas mis de recettes, mais j'en mets sur Instagram. C'est des pâtes edamame, c'est des soja à base de soja. C'est des pâtes edamame. Edamame, vous savez ce qu'on mange au sushi, là, chez les Japonais, là, les trucs verts, là. Y a des pâtes à base de ça. C'est très riche en protéines, c'est très très bon, c'est riche en fibres. Donc ça va diminuer aussi l'index glycémique. Et on peut faire des sauces avec très sympa. D'accord. Voilà. Mais sinon, pas de pâtes. Non, les pâtes, non. Ouais. Bon, pour les enfants, bien sûr, mais... Il y a la rétrogradation. Est-ce que la rétrograde... Non, oh là là, j'ai vu la tête. Ça passe mal à la radio. Non, par contre, j'ai fait des gnocchis de patates douces dans le livre. Bon, oui, mais la rétrogradation, ce procédé-là de rétrogradation, c'est-à-dire qui consiste à faire refroidir les aliments pour faire baisser leur index glycémique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je sais que c'est décrit. Je ne sais pas si c'est vraiment prouvé. Est-ce que voilà. Alors oui, on peut peut-être manger en petite quantité, mais moi je suis pas fan de tout ça. Voilà, j'ai vu pas mal d'études dessus. Oui, il faut le faire laisser refroidir. Les pâtes al dente, effectivement. Les pâtes, le riz al dente, qui est pas terrible. C'est pas bon en fait. Le riz al dente, c'est compliqué. Si vous voulez manger du riz, mangez-en un petit peu normal et puis voilà, c'est tout. Mangez une petite quantité, mangez des légumes à côté avec des fibres et vous serez bien aussi. C'est pas grave. Le pain, pardon. Le pain. Le pain, voilà. Le pain, privilégiez le pain complet, du pain à base de seigle, de d'épeautre, c'est meilleur. On en trouve facilement maintenant dans les boulangeries parce que ça va être riche en fibres justement et ça va ralentir l'absorption du sucre. Et surtout, ne mangez pas une grande quantité non plus. Voilà, une tranche, ça suffit. Bon, alors pour comprendre comment ça fonctionne, comment vous organisez votre journée, quoi ? Vous comptez, vous faites un index glycémique moyen ? Non, on compte pas justement parce que on n'a pas besoin de compter de calories, on n'a pas besoin de compter de glucides. Alors après, moi je sais qu'en moyenne sur une journée, je vais être à 100 grammes de glucides par exemple. Je sais parce que je connais mon alimentation. Alors ça veut dire quoi 100 grammes de glucides ? Quand on dit je suis à 100 grammes de glucides sur une journée, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec les fruits compris, ça veut dire je vais avoir en quantité de glucides sur mes 5 repas. Moi j'ai 5 repas en tant que sportive, 3 repas et 2 collations. Tout confondu, ça veut dire les fruits, les légumes, les céréales, légumineuses, les farines, tout ça, ça va être à peu près 100 grammes. Après ça va dépendre de sa performance sportive, de son poids, de ses dépenses énergétiques aussi. Chacun va consommer selon ses besoins. Mais ce qu'il faut, c'est faire attention aussi dans les fruits, ne pas trop en manger non plus, donc raisonnablement. Le fruit, c'est du fructose plutôt quand même. C'est du fructose, par contre, qui est avec des fibres, donc qui va être moins dangereux que de boire un jus de fruits, par exemple. Jus de fruits, vous avez plus de fibres, vous avez que le jus, en fait, que le sucre. Autant manger un fruit que de manger, effectivement, que de boire un jus. Ensuite, les glucides vont se trouver partout, donc dans les haricots blancs, dans les pois chiches, il y en a partout, les glucides, mais c'est les glucides qui sont plus intéressants. Voilà, sur une journée, il faut les équilibrer. Si vous avez un plat qui est riche en glucides, très riche en glucides à midi, le soir, mangez moins de glucides, par exemple. Voilà. Si on prend l'exemple d'une soupe, quand on fait une soupe dans laquelle on met plusieurs légumes. Plusieurs légumes, mais aussi des condiments, on peut mettre de la viande. Comment est-ce qu'on fait pour calculer, si ça a un sens, l'index glycémique d'une soupe ? Alors, il n'y a pas de calcul à faire, il faut savoir juste accompagner, mélanger les légumes en fait. Il faut par exemple mettre de la courgette, moi je mets courgette, pois cassés par exemple, je vais faire chou-fleur aussi pour remplacer la pomme de terre.
éviter la pomme de terre. On peut mettre de la patate douce, du butternut, mais c'est vrai qu'il faut en quantité. Vous pouvez prendre un bol de ce velouté butternut par exemple, et à côté un dessert moins sucré, parce qu'il y a quand même du sucre dans les courges. Mais plutôt éliminer les choses qui sont très riches en sucre dans votre soupe. C'est-à-dire qu'une soupe, ça peut avoir un index glycémique important. Tout à fait. Si vous mettez carottes et pommes de terre, c'est mort, hein, effectivement. Et vous aurez faim après, de toute façon. Hein, donc voilà. Autant mettre des légumes plus sympas, du poireau, courgettes, voilà, butternut actuellement, ce que je disais, au lait d'amande, ce qu'il y a dans le livre, c'est sympa. Des veloutés en été avec de la tomate, avec des poivrons grillés, des courgettes grillées, ce serait sympa. Mais la pomme de terre, il vaut mieux l'éviter. Et si vous mettez des vermicelles non, c'est pas nécessaire. Ah ouais. Ah bon ? C'est pour les enfants. Non, mais si, le vermicelle sur la shorba, c'est très nécessaire. Oui, c'est sûr, mais bon, votre soupe, du coup, elle est plus tellement équilibrée, quoi. C'est ça que vous voulez dire, c'est que c'est peut-être très bon pour le goût, voilà, c'est ça. Mais que d'un point de vue index glycémique, parce que ça, quand on prend une soupe, il y a de la tomate, ça, on se dit, il y a tout est bon. Mais... Voilà, mais bon, mettre des vermicelles, ça n'a plus aucun sens. Votre soupe, elle est plus tout équilibrée, quoi. Ouais. Du blé vert ? Non, par contre, vous pouvez faire un granola dessus, c'est très sympa, un granola maison, mettre des graines de courge, des amandes grillées. Moi, je mets du tofu fumé, par exemple, c'est très bon aussi. Voilà. Bien. Voilà, et on parle de cuisine à IGBA. Alors IG, c'est pour index glycémique, hein, vous en entendez parler partout, beaucoup de personnalités ont adopté cette façon de s'alimenter, et je reçois le docteur Vanessa Cadocq ce matin, qui est spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et qui publie Ma cuisine express à IGBA aux éditions Thierry Soucard. On essaye de comprendre comment ça fonctionne sur une journée. Quel est l'intérêt d'adopter cette alimentation ? Est-ce que c'est une alimentation qui fait maigrir ou pas ? Alors, ça peut faire maigrir dans certaines conditions si on fait attention à restreindre un petit peu ses calories, bien sûr, et faire du sport. Ceux qui veulent maigrir doivent quand même calculer un petit peu ce qu'ils mangent. Sinon, ça peut aussi maintenir le poids après perte de poids, ou simplement se stabiliser, et puis surtout manger de façon équilibrée au quotidien et se faire plaisir de temps en temps dans un restaurant, être invité chez des gens. On peut très bien le week-end lâcher un petit peu prise sur son alimentation, et c'est le but aussi, c'est faire plaisir. Voilà. En gros, tout ce qui termine en mose, c'est des sucres. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a plusieurs sucres différents. Le glucose, alors le fructose, effectivement, on n'en parle pas assez, je trouve. Le fructose est présent dans pas mal de produits, genre 0%, faut faire attention à ça. Le sirop d'agave aussi, faut faire hyper attention, je n'en utilise pas du tout. Pourquoi ? Il est riche en fructose, et en fait, le fructose va être stocké directement en fait, en graisse, dans le foie. L'insuline ne dégrade pas le fructose. Du tout. Il est géré directement. Le fructose est un sucre qui est géré directement par le foie. Ça, il faut le comprendre. Voilà, c'est ça. Ça augmente les risques maladies cardiovasculaires. Alors, on dit que c'est un bon sucre, par contre, parce que le fructose, c'est le sucre des fruits. Oui, tout à fait. Mais il est apporté avec des fibres dans le fruit. Là, si vous l'apportez pur, il n'y a pas de fibres pour le digérer. Donc, il faut faire attention. Sirop d'agave, tout le monde dit c'est healthy, sirop d'agave. Pas du tout. On peut en mettre d'autres sucres à la place. Il y a le saccharose aussi, donc, qui est glucose et fructose, dans pas mal de produits 0%. Attention aux produits 0% en grande surface. Le saccharose, c'est le sucre qu'on trouve sur la table. Oui, tout à fait. Voilà. C'est le sucre blanc, quoi. Le sucre, ouais, tout à fait. Mais après, tout ce qui est produits dérivés à 0%, on va avoir des faux sucres, on va avoir des additifs et du colorant. Faire attention à tout ce qui est aspartame aussi, donc ça va mimer le sucre, ça va faire monter quand même la production d'insuline, ça va donner faim, justement. Bon, vous êtes dans l'équipe lactose ou pas lactose ? Ah, moi, pas de problème. Le lactose, ça me dérange pas. Je suis pas du tout anti-lactose. Mais c'est vrai que j'aime bien cuisiner avec des crèmes végétales parce que c'est moins gras, simplement. Mais si on n'a pas d'intolérance au lactose, en tant que médecin, je dis qu'on peut prendre du lactose sans problème. Oui. Voilà, je suis pas anti-lactose. D'accord. Et le galactose, je connaissais pas le galactose. Qu'est-ce que c'est que le galactose ? Le galactose, effectivement, c'est présent effectivement dans les produits laitiers. Mais beaucoup de gens disent effectivement, faut pas trop en consommer pour pas monter l'index glycémique. Après, oui, c'est encore un autre débat. Voilà, il y a plusieurs types de sucre. Bon, il y a trois types de produits. En gros, ceux qui ont des IG bas, des IG moyens et des IG élevés. Donc, un exemple de produit qui a un index glycémique bas. En bas, vous aurez les légumes, par exemple. Tous les légumes verts, par exemple, c'est très bas. Vous allez avoir la courgette, le poireau, l'artichaut, poivron, des choses comme ça. Tout ce qui est un peu amer.
Oui, C'est on IGBA. met des épices, hein. Bien sûr. Voilà, ça c'est IGBA, des farines IGBA. Après, vous avez aussi tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noisettes, choses comme ça. Bon, c'est un peu gras, mais c'est quand même des bons gras. Donc ça, on peut en manger en collation, une petite poignée d'amandes, par exemple, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment les IG très bas. Voilà. Et IGO alors? IGO, ça va être le maïs, le riz, voilà, effectivement le riz, la pomme de terre. Et puis après vous allez avoir alors c'est vrai que par exemple la farine de riz elle est aussi très publicitée, je sais pas, sur Instagram partout, farine de riz c'est healthy, farine de riz c'est jamais été healthy, la galette de riz non plus, donc ça c'est à faire attention, voilà, faut pas en manger à tort et à travers. Comment expliquez-vous que ces messages passent? Je sais pas, moi je vois des recettes d'influenceurs sur Instagram qui vont mettre la farine de châtaigne, la farine de riz, le sirop d'agave. J'hallucine quoi, c'est pas du tout healthy, faut pas manier Ils sont pas médecins. Pas médecin, ouais, et pas manier n'importe comment. Il faut dire aux gens attention, si vous avez une prédisposition au diabète, si vous voulez maigrir, mangez pas assez farine, parce que vous allez stocker de la graisse en fait en mangeant trop sucré. Vous allez avoir faim après, hein, en faisant des pancakes à la farine de châtaigne, vous allez avoir faim après. Donc peut-être utiliser un petit peu de farine de châtaigne, mais mélanger avec une farine plutôt basse, une farine d'amande, la poudre d'amande par exemple, voilà, mélanger. Mais le sirop d'agave, non, aussi, je suis anti-sirop d'agave. Et une bonne purée? Alors, les bonnes purées, c'est difficile, hein, mais je fais pas de purée à la maison du tout. Pourquoi alors? Expliquez pourquoi. Parce que j'ai enlevé la pomme de terre de l'alimentation à la maison. Bon, après, mon fils aime bien les frites, etc. Donc, de temps en temps, il en mange, bien sûr. Mais la purée de base, déjà, on va mettre du gras, choses comme ça. Mais ça va monter. La glycémie aussi, c'est inefficace. Autant faire une purée patate douce, c'est plus sympa. On peut faire des purées de céleri aussi, c'est sympa aussi. Donc, oui. On peut faire des purées même de fenouil, hein, donc c'est très sympa. Et il y a plein de restaurants, on peut trouver des risottos aussi très modifiés, hein, de céleri par exemple, des semoules de chou-fleur. C'est très ludique, hein, très sympa. Voilà, faut apprendre à cuisiner différemment. On peut faire des couscous de chou-fleur. Couscous chou-fleur, tout à fait. Ça, j'en fais à la maison. J'ai fait une recette sur Instagram avec la semoule de chou-fleur, avec un bowl, des bowls. Voilà, on peut faire des bowls chauds en hiver. En été, on peut faire comme un taboulé. Voilà, c'est hyper sympa avec de la feta, de la tomate, des concombres, des olives noires, voilà. Le mûrissement et la cuisson ont un impact sur l'index glycémique des aliments. Pourquoi? Donnez un exemple. La banane, par exemple. La banane, moi j'en mange la banane, hein, il y en a dans mes recettes. La banane, il faut pas la laisser trop mûrir, sinon effectivement l'index glycémique monte. Et puis la cuisson, on dit il faut pas trop cuire les aliments, les faire plutôt al dente, comme les pâtes et le riz, c'est ce qui est conseillé, et plutôt pas surcuire à la vapeur non plus vos légumes par exemple. Voilà. Alors, quand on joue avec les associations alimentaires, est-ce que, par exemple, l'association de certains aliments fait baisser l'index glycémique d'un autre aliment? Et donnez-nous un exemple. Oui, c'est vrai. Par exemple, si vous allez manger un petit peu de riz dans votre plat, mettez des légumes riches en fibres et des protéines, et vous allez diminuer effectivement l'absorption du sucre. Oui, tout à fait. Mais si je fais riz et pois chiches, par exemple, ça fonctionne ou c'est pas la bonne idée? C'est pas le bon combiné? Riz, pois chiches, mais il faut aussi des légumes. Un légume à côté. Il faudrait mettre des légumes à côté. C'est-à-dire que si on mange... Je prends un exemple, je prononce un gros mot. Pâte courgette, c'est moins pire que pâte. On est d'accord, tout à fait. Je dis autant qu'à faire, si vous n'avez pas le choix, que vous voulez faire une assiette un petit peu composée, prenez un peu de pâte, un peu de courgette, mettez une protéine végétale ou animale, des œufs, etc. Mais vous allez effectivement avoir une assiette plus équilibrée que des pâtes toutes seules. Je suis d'accord. Ça fait baisser le... Tout à fait, bien sûr. Ça exactement. marche avec les pommes de terre aussi ou pas? Oui, bien sûr. Si vous prenez quelques frites, par exemple, au restaurant, vous pouvez prendre quelques frites sans vous frustrer et prenez à côté une assiette de légumes. Des haricots verts, par exemple, vous voyez. Alors, je disais tout à l'heure que vous réhabilitez le haricot blanc. Vous faites une salade de haricots blancs, thon et feta. Alors ça, moi, j'aurais pas osé. Ouais. Parce que thon, feta, haricots... Expliquez-nous. Alors, j'y suis arrivée un soir d'été, j'avais rien du tout dans mon placard et je me suis dit, tiens, j'ai de la feta, j'ai du thon en boîte, haricots blancs. J'ai associé le tout avec des échalotes et je me suis dit, tiens, c'est très bon, voilà. Jus de citron, un petit peu. Et en fait, c'est très frais. Ça se met au frigo comme ça sert une heure après. C'est hyper sympa. Et le thon et la feta, ça s'annule pas en fait? Pas du tout, non, c'est bien, ça va ensemble. Moi, j'en mange beaucoup de la feta, j'aime bien, de brebis, ouais. Alors, vous avez une recette d'invisible aux courgettes, c'est shkoun, l'invisible? Ça veut dire qu'on le voit pas beaucoup en fait. Il est râpé. Je me suis dit, c'est une recette transparente en fait. Oui. On dit beaucoup l'invisible aux courgettes, l'invisible aux pommes, parce qu'en fait c'est tellement râpé très fin à la mandoline que l'on voit pas beaucoup dans la recette. Comme vous faites par exemple une quiche sans pâte.
Quiche sans pâte aussi, Ouais, ok. j'aime bien, je suis assez fan. Ouais, par quoi vous remplacez la pâte alors à ce moment-là? En fait, il n'y a pas de support en dessous. Ça évite d'apporter trop de glucides effectivement dans votre recette. Et le tout va être dans la préparation qui sera assez compacte. Et vous pourrez découper des petits carrés pour accompagner une salade, par exemple, à midi. Ouais. Par exemple, sur le même principe, vous faites des lasagnes d'aubergines. Oui, lasagne d'aubergine, lasagne de courgettes. Et là, j'ai créé une recette cette semaine sur Instagram à base de lasagne de butternut que j'ai refait pour demain. Donc en fait, vous éliminez la pâte elle-même et vous remplacez par un légume grillé et vous faites vos tranches et vous associez effectivement une farce au milieu. C'est très sympa. Ah ouais. Alors il y a beaucoup de cakes dans votre Oui, tout à fait. de cake, de clafoutis, voilà donc. Clafoutis, ouais. Ben, en fait, parce que c'est des recettes faciles à faire et à emporter aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à midi pas savoir quoi manger ou emmener avec eux en déplacement. Les cakes se congèlent facilement, on peut faire en petites portions ou en portions muffins et on peut découper des parts et resservir plusieurs fois. Le principe du livre, c'est vraiment de dire que vous pouvez cuisiner en avance. Préparer en avance. C'est batch cooking, quoi. C'est comme voilà. ça qu'on appelle aujourd'hui. C'est Donc, économe, vous préparez une fois et toute Voilà. la semaine, vous êtes tranquille. C'est ça, exactement. Le dimanche, moi, je fais ça. Après-midi, en général, 3 heures, je lance le four une bonne fois pour toutes, la vaisselle, les robots, et on y va, et on prépare des boîtes, et on fait ça pour 3-4 jours. Ouais. Mais les cakes, c'est pas à IG élevé, en fait, c'est ça. Ils sont à IG bas. Voilà, on pourrait se dire que c'est IG haut. Mais si vos cakes à vous, Voilà. ils sont à IG bas. Ils sont à IG bas, vous n'avez pas faim du tout après. Ils sont riches en fibres. Ils vont vous caler. Si vous prenez un cake classique salé, vous allez avoir peut-être mangé plus en quantité. Parce que là, avec la farine que j'utilise de pois chiche, elle sera, du coup, elle va vous caler vraiment. Elle est plus protéinée en plus aussi. Voilà. Et moi, je mets beaucoup moins de gras. Il n'y a pas de gruyère. Mais il y aura des protéines dedans, effectivement. Voilà. C'est quoi une tarte au citron à IG bas? Parce que par définition, la tarte au citron, c'est pas trop à IG bas. Hein. Oui. Là, je vais un petit peu revisiter. Oui. Oui. J'ai mis une base effectivement avec des flocons d'avoine en dessous, et puis après une crème. J'ai fait une crème, je me suis amusée. J'ai mélangé une crème un peu végane et pas végane, et j'ai pas mis de beurre. Donc c'était un challenge, et c'est effectivement une façon de faire le citron, la crème différemment. À noter que les recettes, c'est vous qui les créez. Hein. Oui, j'ai créé toutes les recettes. J'ai fait beaucoup de tests. Je me suis des fois inspirée de recettes classiques sur internet, un cake classique, etc. Ou des crêpes classiques. Et puis je me suis dit, allez hop, si moi je changeais la composition, et il faut changer après la quantité de lait, la quantité des œufs, etc. Voilà. Par exemple, votre interprétation des pancakes aujourd'hui, ça donne quoi? Alors les pancakes, ça va être, j'ai modifié un peu, donc là j'en ai une, effectivement j'ai mis 3 farines différentes, donc ça va être la farine de sarrasin, la farine de noisette, ça va monter des blancs en neige pour avoir une texture, du sucre de coco, du miel d'acacia par exemple, voilà, et c'est très sympa, hein. Et on peut même rien mettre dessus, parce que c'est agréable en fait à manger, et ça cale vite en fait. Bon, pourquoi c'est facile de manger et d'adopter une alimentation à IG bas selon vous? Parce qu'en fait on s'y habitue après, hein, surtout on a envie de manger comme ça parce que c'est sympa, c'est savoureux, c'est plein d'épices, c'est facile à reproduire, à entretenir, c'est facile aussi à la maison parce qu'il y a des enfants, moi j'ai aussi un enfant, et il faut aussi leur faire apprécier cette alimentation là, et surtout comme on voit après le résultat sur le poids, sur la silhouette, notamment aussi pour les femmes qui doivent faire attention, on est content, on a envie de continuer, on lâche pas, c'est pas un régime. Voilà. Et justement, quel impact pour les personnes qui souffrent de diabète? Et bien justement, ça peut réduire effectivement la quantité par exemple, de médicaments ou d'insuline à prendre. Ma mère qui est diabétique, je lui ai fait manger effectivement comme moi, et depuis elle me dit ben voilà, je fais moins d'insuline des fois quand j'ai ce repas-là. Elle mange aussi, voilà, je suis du Maroc, donc elle va manger un couscous. Et je lui dis maman, mais non, le couscous t'es diabétique, prends une petite quantité ou évite-le. Donc elle s'est mise. Alors la semoule par exemple, la semoule du couscous, c'est quoi comme IG? C'est haut, hein, c'est IGO. Voilà, ça va monter, elle a un capteur, donc on le voit, hein, ça monte direct, et elle doit faire l'insuline en fonction. Donc je lui dis, enlève la semoule, fais la semoule de chou-fleur, fais un plat à base de patates douces avec des lentilles corail par exemple. Et elle me dit, waouh, mais on est calé, c'est super bon, j'ai moins faim. En fait, elle avait très faim après le pic d'insuline. Voilà, elle avait faim, après elle se sentait mal, fallait manger un bonbon sucré. Voilà, c'était un effet vraiment pervers, quoi. Bon, il y a beaucoup de recettes. Combien il y a de recettes? 65 recettes que vous avez créées, Vanessa Cadoche. Ma cuisine express à IG bas. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Merci d'avoir été avec nous. Merci vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.